Voilà, 30 secondes pour dire que c'est une belle occasion d'avoir Alexandra avec nous, parce que, en fait, ça m'a beaucoup de jeunes, ils me avec les agences, de recrutement pour l'étranger, ils خلصوا فلوس, بعد ياخذوا dossier, وما عادش يرجعوا لهم, ويقولوا لهم on est en train استنى. Donc, ce que va vous expliquer Alexandra, c'est qu'on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. En fait, c'est le dossier du jeune, ses qualifications, ses compétences. Et quand on parle de compétences, là, les compétences, ça n'est pas le diplôme universitaire. Là où les compétences, c'est les compétences de vie. C'est le relationnel, c'est les langues. Hein? C'est la capacité du jeune à travailler en équipe, à communiquer, etc. Je te passe la parole, Alexandra. Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. Maëlle est partie 2 minutes, mais je remercie déjà toute l'équipe de Kijob et puis Amel de m'avoir accueilli ce matin déjà. Et je suis ravie de voir une belle jeunesse dans la salle. Alors, je vais parler brièvement de quelques retours d'expérience et après je vais être professionnelle et vous donner des informations. Alors, premièrement, je vais parler de moi. J'ai fait mes études. Dès que je suis entrée aux études, on m'a dit de toute façon, il y a une crise économique, il y a toujours la crise. Si c'est pas celle-là, c'est celle d'après, c'est celle d'avant, il y a toujours une crise. Et mon père m'a dit, tu vas devoir faire un doctorat, comme ça tu ne seras pas au chômage, etc. Bon. Je me suis dit, autant de ne pas travailler en tant qu'étudiante, parce que je n'avais pas forcément besoin de gagner ma vie, mais je me suis dit, autant de ne pas gagner d'argent, je vais faire des stages. Donc je vais faire des stages gratuitement. J'ai commencé par faire des photocopies, et puis au bout de mon 3e stage, quand j'ai passé l'entretien, je lui ai dit, écoutez, moi je ne viens pas pour faire des photocopies. Donc déjà en tant que stagiaire, au bout de 2 stages, j'étais capable de dire, écoutez, moi, si le stage ne correspond pas aux compétences que je veux acquérir, je vais en faire un autre. De toute façon, autant ne pas être payé, autant d'être un peu demandeur aussi. Ce qui fait qu'en bout de ligne, lorsque j'ai eu mon diplôme, j'avais au moins 2 ans d'expérience professionnelle à temps plein. Ce qui veut dire qu'en 3 semaines, j'avais 2 offres d'emploi. Ça, c'est mon expérience. Et je vous parle, bon, je ne suis plus gamine, mais je vous parle d'il y a 28 ans, 25 ans. D'accord? Maintenant, fast forward, comme on dit, 2023, j'ai engagé un jeune homme qui faisait ses études en Sciences Po dans mon entreprise. Donc moi, je suis consultante réglementaire en immigration canadienne et ça. Donc je lui ai fait faire du travail très important, mais néanmoins basique, c'est-à-dire du remplissage de formulaires, a priori. Si on sait lire et écrire, on est capable de prendre une date d'anniversaire, une date de naissance d'un passeport, et même ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Jeune homme en Sciences Po, pendant 4 mois, j'étais pas capable d'envoyer un formulaire à un client sans l'avoir vérifié moi-même, parce que il était rarement émis dans le pays où il avait été émis, et des choses comme ça. D'accord? Enfin, ce jeune homme a travaillé avec moi pendant les 3 ans de son bachelor, à temps partiel. Il était rémunéré, d'accord? Mais lorsqu'il a fini ses études, il a passé son dernier examen. 1 semaine après, il avait sa première offre d'emploi. Et il a commencé en tant qu'adjoint administratif à 45 000 $ par an, évidemment, on s'entend. Sinon, je vais être adjointe administrative aussi. Mais tout ça pour dire que je sors de la fac, j'ai 23 ans, pas encore révolu, et je gagne déjà 45 000. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans. Brut, d'accord, mais bon. 30. À ce niveau-là, c'est 20, 30. Non, il garde plus. Il gagne, à mon avis, il garde au moins 35 000 net. Oui, au moins. Donc, mais c'est important. Je finis la fac, j'ai pas 23 ans, et je suis capable de payer mon loyer. Oui, bah moi je dis merci, hein, je commence. D'accord? Et puis ce que je dis toujours à tout le monde, il est plus simple de trouver un emploi quand on est en poste que quand on n'est pas en poste. Ça, je n'ai pas encore trouvé l'explication à ce phénomène. Oui, exactement. Et il se trouve que je vous parle de cette situation, c'était au mois d'avril, la semaine prochaine, il commence un nouveau poste. Pourquoi?
parce que, en travaillant, même en tant qu'étudiant, on se crée un réseau. Et donc, on fait des rencontres. Et donc, on a à qui s'adresser lorsqu'on va avoir une évolution. D'accord? Donc, il va passer... Là, il a pris le premier poste qui lui a été offert parce que c'était important qu'il le prenne, pour entrer vraiment dans la vie active en tant que professionnel. Et puis, il a pu solliciter son réseau qui s'était créé au fur et à mesure pour aller chercher le poste qu'il voulait. Ce même jeune homme a commencé en tant que vendeur chez Sport Expert les samedis et les dimanches à 13 $ de l'heure. Donc, il était étudiant au lycée, donc au secondaire, et il gagnait le salaire minimum en tant que vendeur. Il réparait soit il vendait des skis l'hiver, soit il vendait des vélos l'été. C'était comme ça il a commencé. D'accord? Donc, j'espère rejoindre un peu la conversation que vous avez eue. Voilà. Par ailleurs, une de mes amies qui est chef d'entreprise dans une grosse boîte était chez moi l'autre jour et elle dit moi je ne sais pas faire un tableau pivot dans Excel. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller créer des compétences qui vont vous rendre indispensable ou essentiel. Personne n'est indispensable, on est d'accord, hein? Mais disons que aller développer des compétences dans votre corps de métier, où justement on parlait d'Excel tout à l'heure, tout le monde doit savoir faire Excel, mais qui vont vous mettre dans une position où, lorsque un supérieur hiérarchique, qui lui peut-être a 30 ans de plus que vous et Excel le dépasse peut-être un peu, eh bien c'est vous qui va venir voir. Donc développer ces compétences. Juste une seconde pour vous présenter, c'est Manuel Benstimen, c'est le DG de l'association de l'agence tunisienne de formation professionnelle. Et justement, alors ça fait dans les 2 ans, Manuel, que à l'agence tunisienne de formation professionnelle, il y a eu du changement, une évolution au niveau de l'offre en matière de formation. L'agence est devenue plus réactive et plus souple par rapport aux demandes du marché de l'emploi. Je ne me trompe pas. Voilà. Alors, Alexandra, c'est un agent agréé de recrutement Canada. Bonjour. Merci. Alors, hier, j'ai eu une conversation très agréable avec une cousine qui a fait son doctorat en France en littérature et elle enseigne le français dans des universités ici en Tunisie. Elle a commencé au privé, mais elle enseigne au public maintenant. Et elle me disait que pour certains diplômes, le B2 était indispensable pour l'obtention du diplôme. Et le B2 aussi bien en français qu'en anglais. C'est l'information qui m'a été donnée hier par une professeure de langue française dans les universités. Donc saisissez l'opportunité. Mère, tout à l'heure, je crois que tu as parlé un peu des formations, des applications qui étaient en euros ou je ne sais quoi. Et là, vous avez l'opportunité d'un système de formation qui vous donne la formation. Donc faites-le sérieusement. Apprenez-la la langue. Et puis une fois que vous avez lu le livre qu'on vous a demandé de lire, allez voir Netflix en langue originale. Pardon, on a réussi à l'avoir en dinar. Maintenant, on commercialisait en dinar. Magnifique. Oui, juste alors, justement, Alexandre, ces jeunes sont tous intéressés par la migration. Juste, Alexandra, est-ce que tu as des expériences de jeunes Tunisiens qui ont été intégrés au Canada? Oui. Alors, les filières, en tout cas, les secteurs demandeurs en matière de main-d'œuvre. Et puis, alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que comme il y a Simalouane, il pourrait également expliquer aux jeunes qui veulent avoir des formations complémentaires, une reconversion, comment pouvoir les avoir pour, si besoin est, partir parce que c'est leurs ambitions. Donc, Alexandra, باش تحكي توا على النشاطات الاقتصادية اللي محتاجة اليد عاملة تونسية معناتها. وإذا هي تحكي كان هكا يظهر باش نترجم شوية.
كان ثم نشاطات انتم تعتبروا بلي تنجموا تحسنوا فيها تكوينكم، تنجموا تتبعوا معناتها لي سيكل دو فورماسيون، ينجم سي مانويل يقول لنا اذا موجوده في لي فيليير بوبليك هكاك بوفي تنجموا تكونوا عندكم دي فورماسيون سيرتيفيون اللي باش يحسنوا موقعكم في سوق الشغل الكندي. Alors, d'abord, je regardais quelques chiffres parce que Mère a parlé de chiffres et je ne voulais pas vous dire n'importe quoi. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais sur mon téléphone. Il y a à peu près, il y a plus de 800 000 postes ouverts, vacants au Canada en ce moment. Alors rappelez-vous, on est un petit pays, enfin on est le deuxième pays du monde au niveau de surface, mais on est 38 millions d'habitants, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de croissance de population du Canada ne se base pas forcément sur la démographie, mais plutôt sur l'immigration. D'accord? Donc c'est vraiment, la politique d'immigration est un pôle essentiel du développement économique du Canada. Déjà pour commencer. Oui. والسياسه الاقتصاديه نتاع التشغيل بالكندا هي تركز على الاميغراسيون، على الناس اللي يجوا من خارج كندا، مش على النمو الديموغرافي. معناتها هما لا ديموغرافي معناتها انهم لي كنديان صغار، مش هذاك الاساس، لكن الاساس نتاع هو هما لي زيميغري. On a un objectif d'1 million d'immigrants par an, quand même. 20 millions 1 million. 1 million alors, par an. alors الهدف هو مليون immigrés كل عام، كل سنة، chaque année. Alors, non, c'est bon. J'ai remarqué que ça ne me dérange pas. S'il y a, non, vous comprenez, tant mieux. Alors, au Québec en particulier, merci. Et pardon de ne pas pouvoir m'exprimer en tunisien. La prochaine fois, voilà. B2, s'il te plaît. Alors, au Québec, on cherche à peu près 180, on a actuellement 190 000 postes vacants. Donc c'est quand même énorme, hein, parce que la province a 8 millions d'habitants, donc c'est quand même un ratio important. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir des postes vacants en ce moment qui sont plus au niveau de postes qualifiés, mais qui ne requièrent pas forcément des études universitaires élevées. Alors, à titre d'exemple, il y a des restaurants qui ne sont ouverts que 3 jours semaine parce qu'on n'a pas de cuisinier. On a des contrats avec des entreprises pour la recherche de soudeurs, pour la recherche de mécaniciens, mécaniciens ferroviaires, des chauffeurs de camions, des préposés, voilà, monsieur me le dit, la boucherie. J'étais, avant de partir, je suis allée faire des achats au supermarché. Et c'était un samedi et je me suis rendu compte que tous ceux qui travaillaient là, c'était des étudiants du secondaire. Il n'y avait pas, entre guillemets, un adulte. D'accord? À la boucherie, à partir de 2 heures, il n'y a plus personne. Enfin, au supermarché. Si je veux commander ma viande, il faut que j'arrive avant 10 heures, sinon, tant pis pour toi. D'accord? Donc, il y a une vraie... Par manque de personnel, absolument. Donc, les ouvertures, y sont... Alors, ça ne veut pas dire que si on a des diplômes, on n'est pas intéressant. Au contraire, donc, Maher m'avait posé la question tout à l'heure pour les postes en TI. Les postes en TI sont en telle pénurie que nous avons des programmes d'immigration qui sont dédiés aux postes de TI. C'est-à-dire qu'alors qu'un processus pour un poste de soudeur... TI, c'est IT, informatique. Ah oui, au Québec, il faut faire très attention. Sur la francisation, sur la francophonie, absolument. Alors, le Canada est un pays bilingue. Il y a une forte politique de vouloir faire venir des francophones.
à tel point que, alors que nous avons le facteur proximité entre le Québec et la Tunisie par rapport à la francophonie, même si ce que j'ai remarqué récemment en parlant avec divers clients, je me suis rendu compte que le jeune Tunisien aujourd'hui a plus d'affinité avec l'anglais. Et tu le disais tout à l'heure, hein, je pense quand tu parlais de recrutement, voilà, qu'avec le français. Mais il y a ce facteur de proximité, il existe toujours, par rapport à la langue bien évidemment. Aussi, une chose que je dis souvent, alors là je le dis aux Français de France, comme on dit chez moi les Francaouis, ce que je leur dis c'est attention, c'est pas parce qu'on parle français qu'on a forcément une affinité culturelle. D'accord? Donc il y a quand même, malgré cette proximité de la langue, il y a quand même une différence culturelle que vous allez remarquer forcément lorsque vous allez arriver au Canada. Si je donne l'exemple, c'est l'Ahmar. لما العلاقه بين واحد تونسي وزين المغربي مع واحد في الخليج. يعني هذه اللي تحكي عليها ديفيرونس كولتور ثقافه. نحكيو لغه نجم نحكيو معاهم بالعربيه اما مش نفس الثقافه مش نفس الثقافه. حتى في كل شيء. Juste, oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc culturellement, on a quand même, grâce à Dieu, hein, parce que le monde est beau parce qu'il est marié, donc c'est normal qu'il y ait ces différences, voilà. Et donc je disais, il y a une politique de mobilité francophone à l'extérieur du Québec. Donc votre français n'est non seulement un avantage pour le Québec, mais il est aussi à l'extérieur. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsqu'un employeur canadien souhaite faire venir un travailleur étranger, d'accord, on doit démontrer au gouvernement qu'on a tenté de recruter localement. Et si on est capable de démontrer que, d'une part, on a essayé de recruter et on n'a pas été capable, que d'autre part, on a la capacité financière en tant qu'entreprise de payer le salaire du travailleur étranger pour toute la durée de l'emploi qu'on lui propose, et qu'on offre un salaire médian de la profession, c'est-à-dire que c'est pas parce que je paye mal que je ne recrute pas un Canadien, d'accord, et puis évidemment il faut aussi démontrer que le travailleur a les compétences, et là on va y venir, alors il va recevoir, cet employeur va recevoir l'autorisation d'employer un travailleur étranger, et c'est là qu'on va pouvoir faire une demande de permis de travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je fais une mobilité francophone, c'est-à-dire si on vous trouve un poste en Ontario, en Alberta, en Nouvelle-Écosse, et que vous allez servir une communauté, ou que potentiellement vous allez pouvoir servir des clients qui parlent français, je suis exemptée de cette procédure de démontrer que je n'ai pas été capable de recruter un Canadien. Donc le français a un double avantage au niveau du Québec et aussi à l'extérieur du Québec. Par ailleurs... Et ça... Pour rappel, le Canada, il y a 7 provinces. C'est ça? Il y a des territoires et il y a 10 provinces et 3 territoires. Ouais. En tout cas, il y a une partie anglophone qui est la plus dynamique, on dit, sur un plan économique, et il y a la partie Québec, où vit Madame Alessandra, donc à Montréal, c'est la partie francophone. Donc c'est ça l'avantage, où Houma, Shadin, Metmaskin, la francophonie. Et c'est un avantage qui fait qu'il d'un pays francophone, parce qu'on fait partie aussi, en tant que Tunisien, de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, quand vous maîtrisez le français, et comme Khaled, vous maîtrisez l'anglais, cette jeune génération, c'est une double casquette, c'est un gros avantage. En plus, vous parlez une troisième langue, l'arabe. Donc les gens voudraient vous recruter. Exact. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que autant le Canada est un pays bilingue, mais le Canadien n'est pas bilingue. Pour la plupart. Moi, j'ai des amis de mes enfants. Alors, mes enfants sont bilingues parce qu'il y a eu vraiment une volonté à la maison de bilinguisme. Mais, alors, dans les écoles au Québec, par exemple, on va enseigner l'anglais comme langue seconde et pas comme langue étrangère. Et malgré tout, j'ai des copains de ma fille qui, quand tu leur parles anglais, ils te regardent avec des yeux comme ça. Donc, même au Québec, c'est des francophones, c'est des Québécois pur laine. Donc, c'est des enfants qui ne sont pas issus, eux, de l'immigration. D'accord? Donc, ça, c'est un réel avantage de parler les deux langues. Ensuite, il faut dire ce qui est, parce que moi, je travaille beaucoup avec l'Italie, par exemple. Alors, parler l'italien,
parfois même pas, enfin ils parlent le dialecte de sa région, mais disons que je leur dis, d'accord, tu es mécanicien, c'est génial, mais quand tu vas venir travailler, tu vas parler avec qui au juste? Ah, mais le propriétaire du garage qui veut m'engager est italien. Je suis d'accord, et tes collègues, ils sont quoi? Et le client, il parle quoi? Donc, et ce, à tout niveau de métier, que vous soyez cuisinier ou ingénieur informatique, que vous soyez technicienne en pharmacie ou que vous soyez soudeur, un soudeur, pour pouvoir réaliser son métier que je connais mal, doit quand même lire un plan, que je sache, pour qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Donc, la compétence linguistique, non seulement est une exigence au niveau des demandes d'immigration, qu'elles soient permanentes, oui, que ce soit permanent ou temporaire, c'est-à-dire, il m'est déjà arrivé qu'on me refuse un permis de travail alors que mon travailleur avait les compétences pour répondre au poste qu'on lui offrait, parce que l'agent qui a évalué le dossier n'était pas convaincu que la personne parle effectivement français à un niveau suffisant qui lui permette d'exercer son métier. D'accord? Donc ça, c'est au niveau temporaire. Et puis évidemment, plus tard, je pense qu'on va parler des processus d'immigration, on va entrer un peu dans les détails, pas trop, mais... oui. Les métiers demandés? Alors, les métiers demandés, on va avoir besoin de tout. Alors, j'ai des dossiers là que j'ai imprimés. Par exemple, au Québec, la liste des professions qui sont exemptées d'affichage, c'est-à-dire que si je suis employeur, je vous ai dit, je dois démontrer que je n'ai pas réussi à recruter un Canadien ou un résident permanent pour exercer le poste, eh bien, certains postes sont tellement en pénurie que j'ai même plus besoin de le démontrer au gouvernement. D'accord? Et là, j'ai une liste de plus de 100 postes, types de métiers, qui vont de pharmacien à architecte, à technicien civil, à camionneur, à soudeur, machiniste. Alors je vais rebondir sur ce que tu dis, sur ces métiers. Je sais qu'il y a aussi auxiliaire de vie, préposé aux bénéficiaires. En France, on dit ça, auxiliaire de vie. Mais par contre, tu as parlé de deux choses, architecte ou pharmacien. En général, est-ce que c'est une profession, voilà, je vais essayer de rebondir. J'y venais. Voilà. J'y venais. Alors, il faut faire attention, et merci et j'y venais, c'est qu'il y a quand même une liste de 50 professions qui sont réglementées au Canada. D'accord? Parmi lesquelles, on va trouver des architectes, des pharmaciens, on va trouver les infirmiers, on va trouver certains ingénieurs civils, etc. Bon, les avocats, on n'en parle pas, les notaires, on n'en parle pas, c'est une évidence. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que je suis infirmière en Tunisie ou en Italie ou au Cameroun que je suis infirmière au Canada. D'accord? Alors, il va falloir demander, même si le diplôme est reconnu, attention, vous avez une licence d'infirmier ou d'infirmière, votre diplôme va être reconnu en tant que tel, mais cela ne vous donnera pas l'autorisation de pratiquer votre profession. Et c'est là qu'il faudra aller voir l'ordre professionnel des infirmiers, présenter un dossier, et à ce moment-là, l'ordre va évaluer si effectivement je vous donne l'autorisation de pratiquer votre profession, ou bien si vous allez devoir chercher des crédits particuliers, faire un stage pour à terme avoir l'autorisation de pratiquer. Alors moi je vais être plus pragmatique, parce que je sais qu'ils veulent partir, les autres. Et je vais faire intervenir M. Manuel. Tu dis parmi les métiers en pénurie, vous avez le métier de la restauration, donc des cuisiniers, des pizzaiolos, c'est à toi Alessandra. C'est pareil, je vais faire intervenir. Donc vous avez ces métiers-là où on se dit tout le monde peut faire ça, une petite formation, je peux devenir, c'est ce qu'on se dit. Des métiers comme auxiliaire de vie, préposé aux personnes, aux bénéficiaires. Qu'est-ce qu'il y a comme métier? Je dirais métier facile, parce que je peux parler de reconversion, soudeur. Voilà, formation 4 mois, je peux être soudeur, c'est très demandé. Cuisinier, agent de boucherie, voilà, boucher, ébéniste, pour couper djej ou alham. Bon, ça c'est des métiers
qui sont très demandés, ils sont en très forte demande. Voilà. Alors ces métiers-là, aujourd'hui, vous avez un besoin, donc ils ne sont pas réglementés. Quand un métier il est sous tension, il n'y a pas de demande, elle n'a même pas besoin de faire une démarche interne. Je recrute, j'ai le Canadien ou le résident là-bas, et Barkanji. Ou pas presque, en grosso modo. Moi, je rebondis. M. Marais, est-ce qu'on a des formations aujourd'hui dispensées par l'État, payantes ou pas payantes, qu'elles soient privées ou publiques, dans ces métiers? Parce qu'il y a de la demande internationale et nos jeunes voudraient partir. Que fait aujourd'hui l'État pour soutenir éventuellement? Je sais par exemple pour la formation des langues, je sais que l'ANITI, en discutant avec eux, ils forment même gratuitement sur l'allemand certains candidats. Allez, ce que je sais, j'ai eu une expérience avec GIZ là-dessus. Merci déjà de votre présence. Alors, on venait d'entendre certaines spécialités qui sont très demandées au Canada. Ces spécialités existent bel et bien ici en Tunisie, dans toutes les régions de la Tunisie. Une offre qui est assez variée et presque on arrive à couvrir tous ces domaines-là. Juste quelque chose. La formation dans tout ce qui est, par exemple, charcuterie, soudure, c'est dans la formation initiale. La formation initiale, elle dure entre 6 mois et 2 ans et demi selon le niveau de formation. Donc, un certificat de compétence, ça nécessite 6 mois de formation. Un certificat d'aptitude professionnelle nécessite 2 ans. Un brevet de technicien professionnel, ça nécessite aussi 2 ans. Et un brevet de technicien supérieur, ça nécessite 2 ans et demi. C'est selon le niveau scolaire de l'étudiant et jusqu'à arriver au niveau de brevet de technicien supérieur qui nécessite avoir le bac. Le PTP, c'est pour accéder au PTP, il faut avoir le niveau de 2e année de l'enseignement secondaire. Pour accéder au BTS, il faut soit avoir le baccalauréat, soit réussir dans le concours national de passage du brevet de technicien supérieur au brevet du brevet de technicien professionnel au brevet de technicien supérieur. Est-ce que ceux qui détiennent des licences, ils veulent justement se reconvertir dans des spécialités, parce qu'ils veulent partir? Quels sont les moyens de développement? Alors, pour ceux qui désirent, après avoir terminé leur parcours universitaire, ils désirent avoir une spécialité qui est bien demandée sur le marché de l'emploi. Ils peuvent accéder à l'offre de formation professionnelle qui existe sur la plateforme d'inscription en ligne. Et ils peuvent accéder à la formation initiale, à tous ces niveaux de formation qu'on venait de citer. Autre chose, il existe aussi une offre de formation à courte durée, c'est-à-dire une formation qui dure entre 3 et 6 mois, dans des domaines bien spécifiques. C'est surtout des formations spécialisation. Pour quelqu'un, par exemple, dans le domaine de la mécanique, pour se spécialiser dans la mécatronique. Il existe aussi des formations reconversion. Supposons que l'un de vous, il a fait une licence en sciences humaines, par exemple, et il veut se convertir pour un domaine qui est plus demandé, qui est différent. Donc ça existe aussi et c'est gratuit. La seule chose, c'est que ces formations professionnelles à courte durée,
il donne le droit à un certificat de fin de formation, mais ce n'est pas un diplôme agréé. Donc, et aussi, quoi? Juste, c'est un certificat. Donc, je veux bien se connecter avec notre experte si ces certificats de formation, ils sont approuvés au Canada pour pouvoir accéder au marché d'emploi. Ouais. Comment on peut faire ça? Donc, on publie d'une façon périodique des offres d'emploi, des offres de formation, spécialisation sur le site officiel de l'Agence tunisienne de formation professionnelle, sur le site de l'ANITI, l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, sur les pages de Facebook de chaque centre. Et il y en a énormément d'offres de formation en spécialisation. Et vous allez être surpris si je peux citer par exemple une formation en programmation Android, des formations en industrie 4.0, des formations en mécatronique. Ce sont des domaines qui sont très pointus et qui sont très bien demandés dans le marché d'emploi. Reste quelque chose à vérifier, c'est que ici en Tunisie, on n'accepte pas il n'y en a pas encore un cadre légal pour la formation en qualification partielle. Je vous explique ça. Dans la formation initiale, il y en a un certain nombre de compétences à acquérir lors d'une formation initiale. Par exemple, une formation en mécanique, ça nécessite avoir 22 compétences spéciales à acquérir durant la période de formation, qui est une formation en alternance entre le centre de formation professionnelle et l'entreprise économique. Pour faire ressortir des personnes qualifiées durant une période de 3 à 6 mois, là, on a besoin de sacrifier quelques compétences. Donc, on va donner des 22 compétences, juste les compétences techniques nécessaires, et on va sacrifier des compétences générales, on va sacrifier d'autres compétences qui ne sont pas nécessaires à cette spécialité. Donc, est-ce que ces diplômes de formation à compétences partielles, est-ce qu'ils sont reconnus au Canada et est-ce que les gens peuvent accéder au marché d'emploi grâce à ces certificats de formation à compétences limitées? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, par exemple, en ce moment, je suis à la recherche de soudeurs avec une certification FWAC. D'accord? Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est une certification qu'un soudeur qui est réellement soudeur et qui a quelques années d'expérience peut faire en à peu près 2 semaines. Donc c'est un cursus très spécialisé et professionnel, et on obtient une certification qui va permettre, par exemple, d'avoir accès à ce poste. C'est des formations qui sont très intéressantes, qui ne sont pas forcément qualifiantes, dans le sens où il y a énormément de professions au Canada, notamment, encore une fois, un mécanicien ou un soudeur, qui ne requiert pas à la base, tu veux dire quelque chose? Ah ok, qui ne requiert pas, pour avoir accès à l'emploi, une formation spécifique. Parfois, un secondaire est suffisant. Par contre, on va nous demander de l'expérience professionnelle. Alors certainement, si en plus d'une expérience professionnelle, ils ont aussi une certification, pour moi, en tant que recruteur international qui vais présenter des profils à des employeurs canadiens, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, de fait, si je fais venir quelqu'un qui n'a aucune expérience et qui n'a aucun diplôme, bon, à la limite, dans ce cas, je peux prendre un Québécois ou un Canadien qui sort du secondaire et je vais le former. Donc l'idée n'est pas, quand on fait du recrutement international, c'est de faire venir des gens qui sont opérationnels,
Donc, si ces certifications, malgré le fait qu'elles ne soient pas qualifiantes en elles-mêmes, permettent à ces travailleurs d'aller chercher des compétences qui vont leur permettre d'intégrer le marché du travail et d'être opérationnels, absolument, moi je vous dis, ça vaut la peine de le faire. Le message, maintenant, l'État tunisien, et ça va vous faciliter énormément les choses. Parce que l'État tunisien y a de nouvelles formations qui vont vous permettre d'accéder au marché de l'emploi au Canada, sans pour autant il y a des formations certifiantes dans le sens classique du terme. Mais c'est des formations complémentaires, je dirais, Simaloué, qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles compétences, plus de compétences pour accéder au marché de l'emploi international dans le marché canadien. Alexandra a dit que c'était suffisant pour vous. L'essentiel, c'est d'être opérationnel. L'essentiel, c'est d'être opérationnel. Et je crois que tout à l'heure, tu en as touché un mot. Pardon, j'ai la mauvaise habitude québécoise de tutoyer. Pardon. Oui, ok, merci. Donc, tu en as touché un mot où tu as dit le diplôme, finalement, c'est très bien de l'avoir, mais il ne sert pas à grand-chose s'il n'est pas accompagné d'une expérience. Et donc, encore une fois, lorsqu'on va chercher des profils à l'international, on va aller chercher des gens qui ont de l'expérience. Si en plus, elle est validée par une certification, qui est un organisme étatique et non une petite école où n'importe qui peut écrire sur un papier en tête un certificat, évidemment, ça a son pesant d'or. D'accord? Et je les vois tout de même comme un complément de profil lié à l'expérience. Vous dites que ces formations, elles sont gratuites, très souvent. C'est quoi les critères? Vous arrivez d'abord à répondre à la demande, parce que la demande dépasse l'offre. Est-ce que vous collaborez avec des centres privés éventuellement? Il y a pour gagner du temps, si l'État n'arrive pas à faire face à la demande? Est-ce que c'est plutôt de la coopération internationale, c'est-à-dire des demandes qui viennent directement d'un État canadien, ou bien d'un opérateur privé? Comme Madame Alessandra, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont en train de chercher des soudeurs. Nous, par exemple, sur notre cabinet Kidjob, tout de suite après Covid, on a dû envoyer une centaine de soudeurs et des mécaniciens. Ce que je disais à nos équipes, je dis bon, c'est facile, vous allez recruter les gens dans les plus grandes usines tunisiennes. Ils s'arrêtent devant l'usine. C'est très facile d'aller recruter comme ça. L'usine tunisienne offshore, elle a formé 3-4 ans, mais moi je veux que le vivier ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on soit une pépinière, un peu comme je dirais la formation de football en France qui est connue. Dès le plus jeune âge, ils sont pris par les meilleurs clubs. Donc c'est quoi la stratégie globale entre la gratuité? Est-ce qu'on répond à l'État? Est-ce qu'on répond à toutes les... tant mieux si l'État répond à toutes les offres. Et comment vous faites quand vous avez des opérateurs privés qui viennent pour des demandes spécifiques? Par exemple, aujourd'hui, on a des demandes pour les auxiliaires de vie. Je n'ai pas trouvé beaucoup de formations et d'écoles qui forment, alors que c'est une vraie reconversion. J'ai trouvé un seul cabinet tunisien, c'est une tuniso-canadienne, qui a fait une école avec un partenariat avec une association basée au Québec. Bon, sa formation, elle est payante, mais il y a des Tunisiens, elle est très sélective pour l'entrée, mais elle leur, disons qu'il y a un job à la fin. Donc c'est pour ça que les gens se posent toujours des questions sur les formations, leurs coûts et comment ça s'articule. Alors, la règle pour la formation professionnelle ici en Tunisie, c'est que c'est une formation qui est destinée à satisfaire le marché tunisien. Pour qu'on soit clair. Donc, on a une offre de formation initiale. Cette offre elle est disponible pour tout le monde. Une fois que l'apprenti a terminé sa période de formation, qu'il a obtenu son diplôme, là il est libre de choisir entre travailler sur le marché tunisien ou de travailler sur le marché international. Notre devoir, c'est de faire la formation professionnelle. Sortant de la formation initiale pour aller à la formation à courte durée. À
courte durée, spécialisation, reconversion, etc. Alors, pour faire une formation à courte durée, là, on a des produits phares qu'on voudrait lancer sur le marché d'emploi. Et là, on les lance on les lance avec une campagne marketing et on essaie que tout le monde y participe pour pouvoir commencer une spécialité sur l'économie tunisienne. Si la formation, ça n'existe pas, mais s'il y en a un besoin sur le marché tunisien, là, on a des demandes des professionnels. Ces demandes parviennent à l'Agence tunisienne de formation professionnelle. Et pour pouvoir commencer, là, on devra avoir des promesses d'embauche. Donc, je vais former 40 personnes, je dois avoir 40 promesses d'embauche, avec des clauses bien définies, bien sûr. Alors, on est ouvert. La deuxième règle, c'est qu'on est ouvert à n'importe quoi. Donc, si vous demandez de faire la formation de... J'ai eu récemment une demande des autorités italiennes de faire la formation de 1000 conducteurs. Oui, on est ouvert à tout. La formation dans ces engins de poids lourds, ça nécessite une certification bien déterminée, un matériel bien déterminé de formation. Ça nécessite aussi des coûts relatifs aux ressources humaines supplémentaires. Là, la partie qui demande, elle doit payer tout ça et on est capable, justement. Et on est là pour satisfaire ses besoins, après tout. Là, on parle de jeunes Tunisiens qui vont commencer leur vie et qui vont avoir des contrats à l'étranger. Et c'est de notre devoir de les aider à réussir dans leur vie. Donc, on est ouvert, public, privé, mais à chaque situation, un traitement spécial. Je vous félicite déjà, parce que c'est très bien. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire M. Malouane et sur ce qu'a dit Alexandra. Vous voulez partir, vous êtes jeune, donc il y a des formations gratuites. Par exemple, soudeur, voilà, conducteur, voilà, boucherie. À la boucherie. Je veux devenir boucher. C'est très demandé au Canada. Mais M. Malouane, faites boucher, formation, parce qu'il a des promesses d'embauche. Qui a besoin de boucher? Je crois que c'est les grandes chaînes de distribution, voilà les grandes marques. Je peux citer Mazara, par exemple. Si, par exemple, demain, imaginez que vous avez un certificat de compétence, boucherie, et vous avez travaillé dans une grande usine qui est Mazara pendant 2 ans, je vous assure que votre entrée au Canada se fera express. Donc, Dimanarja, la première expérience, parce que vous allez apprendre votre métier, même pour négocier votre salaire là-bas en arrivant, ça sera toujours bénéfique pour vous. Le premier job, l'État tunisien, il offre une formation. De mon rôle, je suis un organisme public, je dois former pour mon marché local. Mais le marché local, tant qu'il est demandeur, ou avec une belle expérience, après, comme une petite expérience, c'est toujours valorisant, mais je peux t'assurer, c'est vrai, Alexandra, quelqu'un qui a un certificat de compétence reconnu par l'État tunisien, plus une expérience de 2 ans dans une grosse boîte, parce qu'en général, les grosses boîtes, elles bossent beaucoup avec des organismes publics comme M. Nollet. Pour la formation initiale, que nous avons dit que ça dure entre 6 mois et 2 ans et demi. La formation initiale, c'est une formation en mode alternance. C'est-à-dire que si vous avez votre diplôme, ça signifie que vous avez les compétences nécessaires et que vous avez l'expérience nécessaire. Parce que 50% de la formation, ça se fait dans l'entreprise économique. Donc, côté expérience, aucun souci. Et je me permets, pardon, et nous, au niveau du recrutement international, on est capable de le valoriser, ce que vous dites. C'est-à-dire non seulement la personne va avoir son certificat d'apprentissage, mais en plus,
vu qu'il a été fait en alternance, la personne va avoir aussi l'expérience qui va avec la théorie. C'est extraordinaire. Franchement, bravo. Alexandra, je voudrais savoir, quelles sont les tranches d'âge les plus demandées sur le marché canadien? Il faut avoir 18 ans. Maintenant, alors pourquoi je vous dis ça? Il faut avoir 18 ans parce que c'est le minimum pour un permis de travail. C'est aussi l'âge minimum pour une immigration permanente. Par contre, je n'ai jamais eu de problème à cause de l'âge. C'est-à-dire, alors attention, je vais modérer ce que je vais dire. Effectivement, l'âge est un critère très important, dans les programmes d'immigration permanente. D'accord? Par contre, au niveau d'une expérience de travailleur étranger, on ne m'a jamais dit, Alessandra, il faut au maximum qu'il ait 35 ans. Jamais. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai réussi à faire venir quelqu'un par le biais d'un permis de travail, alors je vais être, pour la plupart du temps, et surtout au Québec, capable de transformer ce statut de temporaire vers un statut de permanent. Donc après, je vais donner les détails, je pense qu'on est prévu pour plus tard à ce niveau-là. Et oui, je vous donne un exemple, moi j'ai réussi à faire ça avec une personne de 70 ans, un entraîneur sportif. Donc vous voyez, même vous êtes entraîneur de soccer, comme on dit au Québec, vous êtes entraîneur de football, on n'en a pas. Alors, en fait, si Manuel a un des engagements, si vous avez des questions, profitez de sa présence. Si vous avez des questions par rapport à la formation, à la fin. Une question quantitative. C'est ma première question, elle est hors quota. Combien vous formez en alternant la Tunisie par an, comme ça? Vous avez une idée sur à peu près, vous avez le programme? Donc là, on parle de 65 000 par an. Oui. Question? Et ça peut augmenter suivant la demande, si le marché justement. Bon, si on dit 65 000, ça, on a 35 000 formations initiales. Le reste, il est composé de formations courte durée, formation et formation en F0, c'est-à-dire ce sont des contrats d'apprentissage qui se font sur 3 ans dans l'entreprise économique. On fait des contrats avec les apprentis, avec leurs parents et avec aussi l'entreprise économique. On met à disposition de ces apprentis-là des conseillers en apprentissage qui feront le suivi de la formation en entreprise durant la période de 2-3 ans. Et après cette période-là, ils auront leur diplôme d'apprentissage. Bonjour, je me présente, c'est Khalil, porteur d'un BTP en logistique industrielle. Donc, un point positif de la formation professionnelle في تونس. On a une audience assez hétérogène entre les enseignements supérieurs et les formations professionnelles. Pratiquement, on a mélangé à la khadma, mais donc, une question, ça, déjà, les centres de formation, les formations, les dons comme ATFB, la conversion l'enseignement supérieur vers la formation, l'enseignement supérieur vers la formation professionnelle de Shalka ou Khedma, ou la solution, mais on a un problème dans le sens inverse. Quelqu'un qui est porteur d'un BTS, qui va une licence et réintégrer au enseignement supérieur. Il y a un canon, il y a un canon qui est donc, vous avez davantage à mon droit. Merci. Alors, pour les créneaux entre le ministère de l'Emploi, de formation professionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur. Bon, je me trouve à cheval entre ces deux ministères puisque je suis à la base un enseignant universitaire. Avoir un BTS, vous avez un BTS,
Donc c'est l'équivalent de la licence fondamentale. Et vous voulez terminer votre master. Alors, c'est votre droit de s'inscrire à n'importe quel master à l'étranger. Là, on est tranquille. En Tunisie, la question, oui, c'est possible à n'importe quel pays, puisque notre diplôme, il est reconnu partout dans le monde. Sauf en Tunisie. Pourquoi? J'adore votre franchise, en tout cas. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est notre... c'est quelque chose... Non. Pour le cadre légal, ça existe. Pour pouvoir finaliser l'opération et avoir ces créneaux-là, il faut que les ministères concernés arrivent à trouver un terrain d'entente. Ce qui est jusqu'à maintenant un peu difficile pour nous. Donc, on n'arrive pas à finaliser la chose. Ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui, c'est un sujet qui date depuis déjà, vous le savez. Oui. Malheureusement, il y en a beaucoup de choses qui nous dépassent. Ok. La question suivante. Même si avoir un BCS, oui. vous avez une communication de master ailleurs, oui. toujours avec une relation avec la TFP ou ça dépasse la TFP, malheureusement. Ça dépasse la TFP. Oui, bonjour. Je me présente, je m'appelle Youssef Nasri. Tout d'abord, je veux remercier Kijob pour cette opportunité. Et merci pour votre présence aussi, Madame Alexandra et M. Marouane et tous. Juste une petite question pour M. Marouane et je reviens pour Madame Alexandra, parce que je suis intéressé par les projets de migration. D'accord. Justement, M. Marouane, donc il y avait une convention entre l'ANETI et un site de formation en ligne qui s'appelle Open Classroom. Je ne sais pas si ça vous concerne ou non, mais ma question ici, est-ce que vous avez ce genre de convention? La convention considère à prendre des certifs payants gratuitement. Juste une convention. Il y a eu lieu entre l'ANETI et ce site de formation en ligne, mais aujourd'hui, brusquement, n'est plus fonctionnel. Merci. Alors, pour les certifications payantes qui sont disponibles dans le dispositif de l'emploi et de la formation professionnelle, on a une convention avec Microsoft et on a tout un package de formations certifiantes qui sont mis à la disposition des jeunes Tunisiens gratuitement. Donc on a des certifications sur l'Office, on a des certifications Azure Fundamentals, on a des certifications en intelligence artificielle, il y en a énormément de certifications. Pour savoir le détail, il faut juste entrer sur le site de Microsoft. Toutes les certifications qui existent sur le site de Microsoft, ils sont mis à la disposition de nos jeunes gratuitement via le dispositif de l'emploi et de la formation professionnelle. J'ai une question à la salle. Qui est rentré sur le site de la TFP? De la TFP. On a un trésor, qui est au courant de ces certifications Microsoft. Ben vous voyez, chercher un emploi ou chercher une formation est un job à plein temps. Aujourd'hui, l'État met à disposition. L'État ne peut pas communiquer partout. Il le fait, j'imagine, ils ont un plan de communication, ça coûte cher la communication. Mais ce que je vous conseille aussi, peut-être avec des relais universitaires, que vous soyez au courant que l'État est en train de vous former, de vous proposer des formations gratuites.
avoir des certifications demain Microsoft, qui sont des formations certifiantes, je vous assure que dans un CV que vous présenterez au Canada, ou à Qatar, ou à l'Allemagne, où vous voulez aller, c'est des plus. Quand M. Marouane nous parle de formation gratuite, donc moi je vous invite à aller sur ces sites, Mbarbash, Nchouf, formation gratuite Tunisie. Il faut le faire, n'attendez pas, parce que vous, ils vont communiquer. Aujourd'hui, comme Salma, vous avez accès à ça. La génération, nous نكتبوا في des lettres de motivation. نضغط ندور انا كنت ندور على البيبان باش نلوج خدمه بالشركه انتم بانترنت تعمل لك وتفرج في فيديو في انستغرام. Mais c'est une question de motivation, justement. La motivation, ça n'est pas que Afghanistan a là باش تعطيني poste وانا ما عندهاش des emplois. لازم تبثوا les opportunités qui renforcent vos compétences. Et ce que fait la TFP, alors c'est extraordinaire. À la rate, elle vous offre l'opportunité d'être formé académiquement, la partie théorie, mais en même temps, être comme terrain, dans un terrain, sur le plan pratique, il y a ce qu'on reprochait au cursus universitaire interne. Donc, comme les deux formations, celle du terrain et celle académique, ce qui augmente vos chances justement d'avoir des emplois à l'international. Merci, c'est Marouane, on vous laisse le mot de la fin pour vous, pour votre... Merci pour votre attention et on est à votre disposition pour toute autre information, pour toute votre aide. À noter que la formation professionnelle, ce n'est pas un travail. C'est quelque chose de plus noble. Et on est là pour vous aider à réussir dans votre formation, à réussir dans votre vie. Donc, si vous en avez quel que soit, n'importe quoi, on est là à vous écouter et on fera de notre mieux pour vous aider. À noter aussi que pour ceux qui ont déjà obtenu un diplôme de la TFP. Il y en a énormément de demandes d'emploi qui parviennent à la TFP. Parfois, je ne suis pas capable de tous les satisfaire. Donc, essayez d'être en relation avec vos centres de formation et ils pourront avoir des postes d'emploi pour vous. Merci pour votre attention. Et c'est un plaisir de vous revoir. Merci, c'est Marouane. Et moi, je vous fais une annonce à travers le site KidJob. Je vais demander à mes équipes de faire un espace, parce qu'on a un espace formation, un pavé continu pour la TFP. Si vous diffusez gratuitement, c'est fait. Non, c'est important, comme ça, c'est diffusé. Quand il y a des formations, vous pouvez, sur n'importe quel site, j'ai d'autres partenaires médias, parce que c'est important, c'est pour vous, les jeunes. Et on fera une autre réunion pour ça. On est prêts. Merci. Excusez-moi, je vous laisse partir, c'est promis. Est-ce que vous avez des conseillers pédagogiques? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui vont accueillir les jeunes et qui vont les aider à établir un plan carrière-études sur la base de leurs affinités? Alors, déjà, tout à l'heure, je vous ai dit que la formation professionnelle, ce n'est pas un emploi. C'est une offre. À chaque centre où vous allez trouver des conseillers en orientation. Des conseillers qui sont bien formés à cette tâche-là et qui vont écouter les jeunes qui désirent faire une inscription en formation professionnelle, qui vont essayer de savoir quelles sont leurs prédispositions, quelles sont leurs qualifications, et qui vont essayer de les orienter à une spécialité qui est en harmonie avec leur qualification initiale et qui est demandée sur le marché d'emploi. Ce même dispositif, il fait aussi l'accompagnement durant la période de formation. Donc, à la TFP, on a presque 150 conseillers en accompagnement et en orientation. De plus,
de ces conseillers d'accompagnement et d'orientation, on a presque 1500 conseillers d'apprentissage. Ils sont disponibles dans l'Agence tunisienne de formation professionnelle. C'est magnifique. Ouais. Bravo. Bravo. Merci Simaloué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'était pas facile pour vous. Merci. Non, Madame Alexandra, c'est les détails pratiques, Alexandra. Hein? Je vais commencer par comment se porter candidat pour justement un emploi au Canada. Merci. Alors je vais donner quelques infos et après je vais prendre les questions. Souvent, j'ai tendance à beaucoup parler et à déjà répondre à vos questions avant que vous les posiez, mais je vais essayer d'être succincte et claire dans mes explications sans entrer dans le détail du détail du détail. Alors, il faut différencier entre ce qu'on appelle un statut temporaire et un statut permanent. Un statut temporaire est un statut soit de travailleur étranger, soit d'étudiant étranger. D'accord? Alors, pour les études, on va faire simple, il faut être accepté dans un programme, avoir l'argent pour le payer et démontrer qu'on a un plan de carrière dans son pays d'origine. Après, si vous avez des questions sur ça, on en parlera peut-être offline parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais juste pour vous donner les trois éléments importants. Pour ce qui s'agit de l'emploi, on est un salon de l'emploi, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada, il y a énormément de postes auxquels on n'arrive pas à répondre, on n'a pas d'ébénistes, on n'a pas de rembourreurs, on n'a pas de technicienne en pharmacie ou technicien en pharmacie, on n'a pas, enfin, on manque, je dirais, presque de tout. Donc après, on pourrait avoir un certain nombre de métiers qui sont en pénurie. Quels sont les éléments? On y revient. Alors forcément, on en parle depuis ce matin, c'est les langues. Le Canada est bilingue. Alors évidemment, si vous allez chercher de l'emploi sur le Québec, si vous ne parlez pas français, ça devient très compliqué. Si vous êtes plutôt anglophone, je vous dirais aller chercher à l'extérieur du Québec, donc dans les autres provinces. D'accord? Maintenant, si vous êtes bilingue, comme je vous disais tout à l'heure, le Canada est bilingue, mais le Canadien ne l'est pas, vous allez avoir un avantage même par rapport aux Canadiens. D'accord? Donc ça, c'est essentiel. Ce que je dis souvent lorsque je fais des consultations, c'est que je dis à mes candidats, je leur dis, écoutez, vos compétences linguistiques sont votre passeport. En gros, tu ne parles pas français, tu le parles mal, tu ne parles pas anglais, tu le parles mal, désolé, tu ne pourras pas venir. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est basique. D'accord? Alors que ce soit au niveau de résidence permanente, dont je vais parler après, ou que ce soit au niveau de résidence temporaire. Donc vraiment, et encore, comme je vous le disais, si en plus maintenant vos programmes d'études vous demandent de parler les deux au niveau B2, mais allez-y, foncez. N'attendez pas que ce soit indispensable, faites-le, profitez du fait qu'on vous donne la formation pour aller améliorer vos compétences. Faites-le tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi, comme je l'ai dit brièvement il y a quelques minutes, ce qui est important, c'est on va aller évaluer vos compétences. Alors vos compétences sont d'ordre académique ou formation, et ils sont d'ordre d'expérience. Si moi je suis un employeur canadien et que je peux facilement recruter un Canadien qui sort du secondaire et qui n'a aucune expérience, pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête à faire le processus pour un travailleur étranger pour le faire venir? Donc il faut qu'on arrive avec des profils qui vont donner une valeur ajoutée. Et quelle est la valeur ajoutée? C'est le fait d'être opérationnel. Donc, mon conseil premier, c'est aller chercher cette première expérience. Alors, je sais que vous allez me dire, bah, c'est un peu un chat qui se mord la queue, si je ne trouve pas d'emploi ici, c'est pour ça que je veux partir, etc. Mais le Canada, je vais être, pardonnez-moi, parfois je suis un peu trop directe, mais appelons un chat un chat. Le Canada n'a que faire d'un travailleur étranger qui n'a pas d'expérience ou d'incompétence. L'objectif de l'immigration, le premier objectif de tout programme d'immigration,
à part les parrainages et les asiles, etc., est de répondre aux besoins du marché du travail canadien, que ce soit au niveau fédéral ou que ce soit au niveau provincial. Donc soit je suis capable de proposer des profils expérimentés avec des compétences, soit je ne suis pas capable. Quand on arrive en tant qu'immigrant, alors aussi il y a un principe très canadien, c'est que l'immigration n'est pas un droit, c'est un privilège. D'accord? Alors je sais que en anglais on dit « it sounds a bit harsh », ça sonne un peu dur, hein, de dire l'immigration est un privilège et non un droit, mais c'est un fait. Pourquoi je vais te faire venir si tu ne m'amènes pas une valeur ajoutée? C'est aussi simple que ça. Donc, il y a un bel échange, évidemment, et il faut m'amener un talent. Quel qu'il soit, encore une fois, le talent ne veut pas dire je suis médecin spécialiste en dermatologie ou en crinologue. Ça veut dire j'ai une compétence que je vais mettre au profit du marché du travail. Autre chose, justement, même pour les Canadiens, si c'est un incompétent, il est viré. C'est-à-dire que cela coule de source. Alors, Alexandra, il y a beaucoup de cabinets qui prétendent, tout à l'heure j'en ai parlé, mais je voudrais que vous en parliez vous-même, il y a beaucoup de cabinets qui prétendent qu'ils peuvent soumettre des contrats de travail de Tunisiens au Canada, qu'ils peuvent garantir des postes d'emploi, mais finalement, justement, ils se jouent de ces jeunes qui attendent beaucoup de ces contrats de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos? Alors, merci d'avoir posé la question parce que ça me permet de parler de la profession. Merci, vraiment. Alors, je suis consultante réglementaire en immigration canadienne, ce qui veut dire que j'ai dû faire des études de droit d'immigration, que j'ai dû passer un examen qui m'a permis d'avoir ma licence. Je suis membre actif donc d'un ordre professionnel, et tous les ans, je suis obligée, je suis tenue de faire 16 heures de formation de mise à niveau. Il faut que je sache exactement les procédures, et on nous rappelle les codes d'éthique. D'accord? Code d'éthique, je souligne en jaune. D'accord? Ensuite, j'ai aussi la licence de recrutement international. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas, aujourd'hui, s'inventer recruteur international. Alors, mon premier conseil, c'est que vous fassiez affaire à moi ou à un de mes collègues, peu importe, renseignez-vous, est-ce que la personne est un membre actif de la profession? Monsieur, madame se présente comme consultant réglementaire en immigration canadienne, c'est très bien. Je vais aller sur le site internet des conseillers en immigration canadienne et je vais vérifier si le nom de monsieur ou madame est là. Et à côté, il va y avoir écrit membre actif. S'il est membre actif, vous pouvez faire confiance. Ça veut dire que la personne est tenue de respecter un certain nombre de règles de la profession. Pas un certain nombre, toutes les règles de la profession. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, recrutement. Qui dit recrutement international dit licence du recrutement international délivrée au Québec en particulier par les normes du travail québécoises. Est-ce que l'agence avec qui j'ai affaire a cette licence ou pas? Alors, une chose très importante, personne ne peut ni vous garantir quoi que ce soit. On est des professionnels, on n'est pas les preneurs de décision. Donc, je ne peux pas... Alors, en tant que professionnel, ce que je suis capable de vous dire, c'est j'évalue votre dossier, j'estime que votre profil correspond à des critères précis dont on va parler par la suite, donc je suis confortable à présenter votre dossier. C'est la seule chose que je puisse vous dire, mais je ne peux pas vous dire, je vous garantis que votre dossier sera accepté. Déjà, quelqu'un qui vous donne une garantie quelle qu'elle soit, vous argumentez pas, hein, ça ne vaut pas la peine, perdez pas votre temps, vous remerciez, vous partez, vous allez voir quelqu'un d'autre, premièrement. Deuxièmement, personne ne peut vous vendre une offre d'emploi. D'accord? Les processus d'immigration au niveau ce qu'on appelle des EIMT, des études d'impact sur le marché du travail, sont à la charge de l'employeur. C'est l'employeur qui doit payer les frais de gouvernement, c'est l'employeur qui doit payer les honoraires du professionnel et c'est l'employeur qui va payer les frais de recrutement.
Donc n'importe quelle agence qui va vous dire « Oui, allez, venez signer ce mandat, payez-moi » parce que je sais que c'est des sommes en plus astronomiques. J'ai entendu des sommes dans les 10 000, une fois j'ai entendu 30 000, j'ai failli m'évanouir. N'importe qui vous dit donnez-moi votre CV, ne vous inquiétez pas, avec 10 000 $ ou 10 000 dinars, pardon, je vous trouve un emploi, c'est garanti, dans 2 ans vous êtes au Canada avec votre famille, la voiture dans le garage, vous fuyez en courant, d'accord? On n'a pas le droit de vous facturer un processus de recrutement. Ça, c'est déjà au niveau du recrutement. Alors, évidemment, si on va vous faire un processus de résidence permanente, c'est une autre affaire. C'est vous qui êtes responsable des frais de gouvernement et des honoraires relatifs à votre propre demande individuelle de résidence permanente. Mais s'il vous plaît, ne payez pas des sommes folles d'ouverture de dossier ou je ne sais quoi. Moi, je dis toujours, on commence par une consultation. La consultation, il est normal qu'elle soit facturée. D'abord parce qu'un professionnel, s'il fait des consultations gratuites, peut travailler 24 heures sur 24 sans gagner sa vie, premièrement. Deuxièmement, vous allez chercher une compétence, donc c'est normal que vous la payiez, mais il faut rester dans une raisonnabilité. Quelqu'un qui va vous demander 1 000 $ pour une évaluation de dossier, pareil, excusez-moi, vous partez. Il faut utiliser un peu de raisonnabilité comme dans tous les métiers, d'accord? Bon, alors, l'objectif d'une consultation est de vous poser les questions, d'évaluer les dossiers. Pourquoi je dis qu'elle est importante? Parce qu'il m'est déjà arrivé de recevoir des CV et de voir maîtrise, peu importe, en économie, d'accord? Et puis quand je parle avec la personne, ou pardon, master 2 en économie, et quand je parle avec la personne, je me rends compte que finalement, il n'a jamais déposé sa thèse. Donc il n'a jamais eu, il ou elle n'a jamais eu son diplôme. Et donc oui, il est peut-être sur le CV, mais en réalité le diplôme n'existe pas. Et ça va faire une différence énorme au niveau du profil de la personne qui va vous demander. Donc, quand on est de bonne foi, à la limite, voilà. Un contrat de travail, Canada. Alors, un contrat de travail, c'est une chose, on en a parlé, on en parle depuis ce matin, c'est vraiment, est-ce que vous avez les compétences de répondre au poste qui est offert? Est-ce que vous parlez une des 2 langues? Si il y a une condition de diplôme pour avoir accès à l'emploi dans ce métier spécifique, est-ce que vous avez ce diplôme ou pas? Ça, c'est par rapport au temporaire. Par rapport au permanent, parce que je pense que dans la salle, il y a quand même pas mal de gens, oui, il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés à la résidence permanente aussi. Eh bien, encore une fois, je rappelle que le premier objectif de la loi d'immigration est de répondre aux besoins du marché du travail. Alors, le gouvernement a fait des programmes qui sont basés sur ce qu'on appelle des facteurs de sélection, qui sont les facteurs qui, selon le gouvernement, permettent une intégration plus ou moins facile à ce fameux marché du travail. Donc il y a des programmes qui sont fédéraux et il y a des programmes qui sont provinciaux. Alors, au niveau des programmes provinciaux, pourquoi? Parce que par exemple, il va y avoir des professions qui sont particulièrement en demande en Nouvelle-Écosse et donc on va ouvrir des opportunités aux professionnels de ces métiers de faire une demande en province, dans cette province en particulier. Alors le Québec est un peu à part, on va y venir, mais disons ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir en général, c'est que les critères de sélection sont votre âge. Tout à l'heure on me demandait l'âge maximum. Alors il n'y a pas d'âge maximum, il y a un âge minimum, il faut avoir 18 ans. Alors il est certain qu'entre 18 et 35 ans, vous avez un profil qui est beaucoup plus intéressant que si vous en avez 47, par exemple, ou 55, ou 60. D'accord? Donc, forcément, votre âge va influencer la qualité de votre profil. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que ces programmes sont des programmes qui sont basés sur des ponctuations. Il y a une note de passage. Et donc, dépendamment de là où vous allez vous situer dans un facteur spécifique, vous allez obtenir un certain nombre de points. Si à la somme, vous avez la note d'éligibilité,
alors à ce moment-là, on est éligible. Donc je reviens à mes critères, on va avoir l'âge, on va avoir l'expérience professionnelle, on y revient, sachant que 1 an d'expérience professionnelle dans un métier qualifiant, parce que tous les métiers ne qualifient pas, attention à l'immigration, donc 1 an d'expérience est le minimum requis. Vous n'avez pas 1 an d'expérience professionnelle, désolé, je ne pourrai jamais déposer votre dossier parce que vous ne correspondez pas aux critères d'éligibilité. D'accord? Ensuite, bien évidemment, on va avoir les diplômes, le minimum étant un diplôme secondaire. Alors forcément, juste à titre d'exemple, si j'ai un diplôme secondaire, j'ai 5 points. Si j'ai un doctorat, j'en ai 25. Alors tout le monde n'a pas des doctorats, on s'entend, mais disons que de plus en plus de personnes ont une licence ou une maîtrise. Alors là, on va être entre 21 et 23 points. Donc, encore une fois, votre diplôme est très très important quand on parle d'une immigration permanente. Donc, je vous ai dit l'âge, l'expérience, le diplôme, les langues, parce que, encore une fois, le minimum d'éligibilité est le fameux B2 dont on parlait tout à l'heure, à savoir, pardon, le B2 obligatoire sur les 4 compétences. C'est-à-dire que vous devez avoir un B2 expression et compréhension écrite et un B2 à l'expression et à l'expression orale. Il faut un certificat. Alors pour le français, on va aller chercher le TEF ou le TCF Canada. Et là, je vous parle du fédéral, hein, d'accord? Parce qu'au provincial, au Québec, on peut faire d'autres. Il y en a plein. Il y a le DEF, le DAF, je ne sais pas quoi d'autre. Il y a toute une panoplie. Mais par contre, là, on parle vraiment du fédéral. Et par contre, pour l'anglais, c'est le IELTS General Training. Parce que, oui, The Academic, c'est seulement pour les universités. Si vous présentez une demande avec The Academic, elle sera considérée comme non complète. D'accord? Donc, au niveau de l'immigration pour le IELTS, il faut le General Training. Et puis, il y a le CELPIP, qui est le benchmark canadien lui-même. Mais qui ne se fait pas dans tous les pays. Bon, maintenant, il y en a aux Émirats, en Inde, etc. Mais ils sont en train d'ouvrir des centres de tests. Mais ce n'est pas encore généralisé. Le IELTS, vous pouvez le faire partout. Et donc, ça va être les facteurs les plus importants, les plus lourds. D'accord? Ensuite, il va y avoir aussi des facteurs de sélection tels que, est-ce que vous avez des membres de votre famille qui sont déjà au Canada en tant que Canadien ou résident permanent? Oui ou non? Pourquoi c'est important? Parce qu'on estime que quelqu'un qui a un frère ou une sœur qui est déjà au Canada va avoir une certaine facilité d'intégration que quelqu'un qui va arriver seul. Et puis, forcément, on va aussi valoriser une expérience précédente canadienne. Est-ce que vous avez déjà travaillé au Canada ou est-ce que vous avez fait vos études au Canada? D'accord? Maintenant, ça, c'est les critères d'éligibilité. Si on va regarder au niveau fédéral, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bon, vous êtes éligible, c'est très bien, ça ne veut pas dire que votre dossier va passer. Ça veut dire... Alors, on va devoir, bien évidemment, alors ça c'est une chose, je pense, dont on avait discuté au téléphone, c'est comment je prouve mon expérience professionnelle. D'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a des pays, et le gouvernement canadien est bien au courant, hein, il y a des pays où on peut écrire tout et n'importe quoi. Donc une chose très importante, parce que j'ai la même conversation au Cameroun, parfois on me dit, oui, Alessandra, moi je suis employée par ceci, par cela, mais mon employeur ne m'a pas payé la CSNT. Oui, la CSNT. Voilà. Donc, merci. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir un CV et d'avoir une attestation de votre employeur qui dit que ça fait 3 ans que vous êtes soudeur. On peut me demander la preuve qu'effectivement, vos retenues à la source et vos cotisations ont bien été payées par vos employeurs. D'accord? Donc, c'est vrai, ils peuvent travailler même 5-10 ans en Tunisie, et justement, l'employeur ne paie pas de CNSS, et du coup, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire pour justifier le fait qu'ils aient travaillé autant? Donc, ça, c'est un... Oui, c'est alors ça, il faut se battre. Justement. Ça, il ne faut pas accepter sans CNSS, parce que là, c'est un droit acquis, et puis c'est pénal.
c'est pénal. Pour l'employeur, c'est pénal de ne pas justement payer la CNSS, de ne pas couvrir les frais, les taxes sociales. Juste avant de te rendre la parole, Alexandra, il va falloir, quand vous donnez des informations, il faut donner des informations justes. Parce que vous allez avoir des entretiens, des interviews, et si on se rend compte, vous avez essayé de flouer ou d'embellir une carrière et tout, là, c'est le rejet, et je pense que c'est un rejet définitif. Je vais parler des inadmissibilités. Alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, les processus étaient basés sur des entretiens. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a un peu trouvé sa place aussi dans les processus d'immigration, et on a de moins en moins d'agents aussi, donc les dossiers sont traités un peu différemment. Aujourd'hui, si vous recevez une demande d'entretien avec un agent d'immigration, c'est qu'il y a un doute d'une fausse déclaration. Donc, vaut mieux ne jamais recevoir. Il vaut mieux ne jamais se retrouver en entretien. Alors, ceci étant dit, la fausse déclaration, la misrepresentation en anglais, le mot me manque, enfin le fait de ne pas représenter la vérité, sont ce qu'on appelle des causes d'inadmissibilité qui vont faire en sorte que vous allez être interdit de territoire pendant 5 ans au Canada, c'est-à-dire même pas un visa de visiteur. Hein. Donc les inadmissibilités sont de 3 types, soit les fausses déclarations, soit un casier judiciaire. Et attention, parce que, bon, je sais qu'on est en Tunisie, tout le monde ne boit pas, mais avoir été arrêté par la police parce qu'on avait bu un verre de vin de trop au restaurant est pénal au Canada. Donc on n'a pas forcément les mêmes définitions de crime. Donc justement, alors, ça c'est bien que vous le dites, parce que finalement, ceux qui veulent s'installer au Canada, ils doivent également s'informer sur les lois au Canada. Ça, c'est un plus, parce que pour savoir justement s'intégrer plus facilement. Exactement. Alors ça c'est encore une autre conversation. Je suis moi-même immigrante, donc je me permets de dire que je n'ai pas forcément la culture lambda canadienne. Et quand on est immigrant, ce dont je parle en tant que consultante, là je vous donne des critères d'éligibilité, je vous dis qu'on vous remplit des formulaires, et hier quelqu'un m'a fait un commentaire, mais pourquoi pour un visa de visiteur on me demande de remplir un livre sur ma vie? Voilà, bon, parce qu'il y a toute une série de critères qu'on veut respecter pour vous accorder le fameux privilège de venir au Canada. Mais par contre, même si on a ce facteur de proximité linguistique, etc., on vient tous avec notre bagage personnel, et c'est normal qu'on ait notre bagage personnel, et notre culture, souvent, ne correspond pas à notre culture d'accueil. Et donc, moi je parle de projet de vie. Je parle moins de projet d'immigration, mais je parle plus de projet de vie. Pour moi, lorsque je prends une famille en accompagnement, lorsque une famille me choisit moi comme professionnel pour les accompagner, et que moi je me dis c'est un projet que je peux accompagner, je parle d'un projet de vie. Je ne parle pas d'un processus d'immigration net, d'accord? Parce qu'il y a toute une philosophie qu'on doit avoir lorsqu'on décide de s'engager dans un changement de projet de vie. Donc il faut être bien préparé, il faut se rendre compte que, par exemple, on va être éloigné de nos familles, que parfois on a des diplômes qui sont extraordinaires, mais qui ne vont pas nous donner accès tout de suite au type de métier qu'on aimerait faire, ou bien on va être obligé, j'ai déjà travaillé avec des gens qui étaient cadres supérieurs dans leur pays d'origine, je leur ai dit écoutez, il va falloir avoir un peu d'humilité parce que vous n'avez pas une expérience canadienne, donc demain vous allez arriver sur le marché du travail canadien, oui c'est très bien, ça fait 20 ans que vous êtes directeur marketing, mais bon,
vous êtes personne... La culture, voilà. La culture du marketing, c'est différent. C'est différent, donc vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir... il faut être capable de se remettre en question, et lorsqu'on vient en famille, il faut vraiment être solide aussi, pardonnez-moi d'entrer dans des détails de couple, parce que l'immigration génère énormément de tensions au sein des familles. Sur une fratrie, il va y avoir 2 enfants qui sont ravis d'être au Canada et un qui va être super malheureux et qui va avoir du mal à s'intégrer, etc. Donc c'est pour ça que c'est un projet de vie qui se prépare. Alors forcément, quand on a 39 ans et 2 enfants et qu'on est marié, c'est une chose. Quand on a 23 ans et qu'on vient de terminer les études, c'est un projet qui est complètement différent. Mais il ne faut pas négliger tout ce qui tourne autour d'un projet d'immigration. La dimension socio-économique, est-ce qu'on va avoir les moyens d'avoir le même standing de vie, etc. Je parlais avec une de mes amies, c'est pas une cliente, c'est une amie, qui était ici dirigeante, elle était gestionnaire d'agence d'une banque tunisienne, et qui m'a dit, bon, moi quand je suis arrivée en Tunisie, enfin au Canada, j'ai beaucoup perdu. J'avais plus le même standing de vie dans mon quotidien, dans ma maison. Il y a des choses que j'ai dû faire que j'ai jamais fait auparavant, etc. J'ai pas pu arriver dans une banque canadienne et dire, ah ben moi j'étais gestionnaire d'agence, donc maintenant offrez-moi un poste similaire. Ils ont dit, bah, désolé, mais vous êtes personne, vous n'avez pas les certificats nécessaires. Donc elle a dû se remettre en question, elle a dû aller à l'université, faire des certificats. Ça a pris, voilà, ça a pris un temps d'adaptation, mais derrière, elle vous dit aussi la qualité de vie que j'ai gagnée, j'en ai pas juste perdu, mais la qualité de vie que j'ai gagnée, notamment pour mes enfants, qui peuvent aller à l'école à pied tout seul à 10 ans, est extraordinaire. Donc on va faire certains compromis. Voilà, on va devoir faire certains compromis. Et alors que j'œuvre à faire venir des talents, et quand je dis talent, j'inclus tout le monde, hein, il n'y a pas de sous-métier, ni pour moi ni pour le Canada, d'accord? Quand j'œuvre à faire venir des talents au Canada, je veux aussi qu'on connaisse leur juste. Combien de médecins égyptiens nous avons qui sont conducteurs de taxi? Excusez-moi, mais moi en tant que professionnel, j'ai rien fait d'intelligent à faire venir un médecin pour qu'il devienne, pour qu'il fasse Uber. Hein. Je veux dire, ok, j'ai peut-être eu un dossier, mais qu'est-ce que j'ai fait pour la vie de cette personne? Le fait même de préparer le dossier, en fait, d'optimiser les chances d'avoir le statut de migrant qui est un privilège, c'est déjà beaucoup. Oui, ça dépend. Après, ça dépend des conditions de vie dans son pays. Je fais une première sélection. Nous sommes les consultants réglementés, les avocats canadiens, qui sont votre premier interlocuteur, en fait. Et c'est vrai que nous avons une responsabilité, mais justement, parce que nous avons une responsabilité, un code d'éthique, il ne faut pas encourager n'importe quoi. D'accord? Parce que moi, je me souviens une fois d'avoir eu une conversation, d'ailleurs, j'ai pas pris le dossier, d'un ingénieur brésilien où je lui dis, écoutez, vous êtes ingénieur civil, vous n'avez pas l'autorisation de pratiquer en tant qu'ingénieur civil au Canada. Donc, je vous demande de préparer, on parlait tout à l'heure d'ordre professionnel, je vous demande de préparer votre demande à l'ordre professionnel, parce que certainement, vous allez devoir passer 3 à 4 examens, j'ai besoin que vous commenciez à préparer votre métier. Il me dit, ah mais non, mais moi je vais peindre des appartements. Je lui dis, pendant combien de temps vous allez peindre des appartements avant que vous me détestiez, justement. D'accord? Donc l'idée n'est pas de vous faire venir à tout prix. L'idée, c'est, et on a tous, c'est le même dénominateur commun. Lorsqu'on veut quitter son pays d'origine pour être immigrant dans un autre pays, c'est la qualité de vie qu'on pense qu'on va aller chercher. Ce n'est pas l'Eldorado. Il faut se rendre compte qu'on va devoir faire des concessions.
Justement, on va devoir faire, en fait, et avec les concessions, il y a également un changement de climat au sens propre du terme, mais également, je dirais, d'environnement culturel auquel il faut se préparer en amont pour pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, il y a des usages très différents de ceux du pays d'origine, et donc, il va falloir s'y préparer. Alors, si vous avez des questions, posez-les, parce que là, on va terminer sur les réponses d'Alexandra. Donc, le premier. Bonjour tout le monde, merci madame. Merci madame. Madame Alexandra, en fait, je voulais bien vous poser la question par rapport au domaine médical. Est-ce que c'est demandé au Canada? Parce que j'ai vu pendant les journées Québec qu'il y a des offres pour des préposés aux bénéficiaires et qui demandent également d'avoir un diplôme professionnel en tant qu'auxiliaire de vie ou en tant qu'aide-soignant. Mais en Tunisie, je pense qu'en aide-soignant ou auxiliaire de vie, il y a pas mal des centres, mais ce sont des centres privés. Est-ce que l'État peut garantit plutôt d'avoir ou de faire évaluer ces diplômes-là pour que ces diplômes soient conformes avec vos besoins et que ce sont des diplômes vraiment légaux et on peut faire donc déposer nos CV pour ces offres d'emploi-là. Mais sinon, c'est quoi les solutions disponibles pour quelqu'un qui a un diplôme d'aide-soignant mais d'un centre privé? Comment ça pose un problème vraiment pour moi. Oui, pour les techniciens, pour le domaine médical en général. Alors, déjà pour commencer, moi je ne peux pas parler pour l'État tunisien. Si tu me permets d'intervenir, je connais un tout petit peu. Au fait, نصيحة نعطيها لكم في المضمون منظومة التكوين المهني كما قالت مدام أمي كما قال اسماعيل tout à l'heure, راهو فما دي centres homologués. Il faut aller vers des centres et اللي تلقى فيهم un numéro كيما numéro de série. هذوكم حتى كان سي des centres privés homologués معناتها ils sont reconnus par l'État. Je peux. Parmi 3000 centres de formation, vous avez 312 centres homologués. En fait, vous avez à peu près 10% des centres qui sont homologués. Alors, vous avez 10% des centres qui sont homologués. Ceux qui veulent, justement, ceux qui veulent avoir toutes les garanties pour que leur diplôme soit reconnu à l'international, les formations thérapeutiques ont fait des centres homologués. La première question à poser quand vous choisissez un centre, c'est s'il est homologué ou pas. Si ces diplômes sont d'ores et déjà reconnus par la Tunisie ou pas, déjà. Pour qu'au moins notre plus, notre tourisme ou pas du coup comme les diplômes qui sont reconnus. تبكلنا كلكم تقراوا وتفهموا وكلكم كونيكتي دونك كيما لو ريكروتور يحل علينا الكتاب احنا بينا نحلوا على الكتاب على الريكروتور وعلى الفورماسيون وعلى لي زيكول. Attendez, j'aimerais rajouter un élément de réponse. Pardon. Merci. Alors, je viens de faire venir une dame, une préposée aux bénéficiaires justement, du Cameroun sur une maison comment on appelle ça, une maison de retraite. Voilà, une maison de retraite. Alors heureusement en Tunisie, vous ne connaissez pas encore le phénomène, mais si, il y en a déjà. Ok. On a plus l'habitude de garder nos vieux à la maison, mais c'est vrai qu'au Canada, c'est très fréquent qu'on finisse en maison de retraite. Voilà, exactement. Et le travail de la préposée aux bénéficiaires, de là où le préposé aux bénéficiaires, est vraiment de s'occuper de la personne. C'est des soins quotidiens, c'est pas des soins médicaux. D'accord? Alors, pour ça, on n'a pas besoin de formation, on a besoin d'expérience. Alors, si on a des formations, c'est génial, mais par contre, elles ne sont pas, pour ce poste-là en particulier,
elles ne sont pas indispensables. À partir du moment où on va poser un acte médical, alors on va avoir besoin d'une formation reconnue, mais c'est pas parce qu'on a une formation reconnue par l'État tunisien qu'on va pouvoir poser un acte médical au Canada. Il va falloir demander à l'ordre professionnel, soit des infirmières, soit des auxiliaires, soit des sages-femmes par exemple, de reconnaître nos diplômes et nos expériences. D'accord? Donc effectivement, si vous avez un diplôme de ce type et que vous avez une expérience, vous allez pouvoir postuler à des postes de préposés aux bénéficiaires. D'accord? Maintenant, on a souvent pour habitude de faire venir des personnes qui sont infirmières dans leur pays d'origine et de les faire entrer par la porte du poste de préposé aux bénéficiaires. Et une fois que vous êtes au Canada, selon alors si vous êtes au Québec, il va falloir obtenir de l'expérience professionnelle, etc., pour après transformer votre statut. À l'extérieur du Canada, il y a un programme qui est dédié aux préposés, aux bénéficiaires, qui va vous permettre de déposer avec vos demandes de permis de travail, vous allez déposer votre demande de permis de résidence permanente, et une fois que vous aurez 2 ans d'expérience professionnelle, alors automatiquement vous aurez la résidence permanente. Donc c'est un chemin effectivement à regarder, à ne pas négliger. Par contre, après, Alessandra, et là je parle en mon nom et pas au nom de ma profession, j'ai du mal à faire venir quelqu'un qui est infirmier ou infirmière depuis 25 ans dans son pays d'origine pour venir et être préposé aux bénéficiaires. Moi j'ai beaucoup de mal. Parce qu'encore une fois, on parle de projet de vie, parce qu'on parle de compétences qui sont un peu, à mon sens, gâchées. J'ai moins de mal à faire venir quelqu'un, un jeune qui sort... Un problème de conscience. Voilà, exactement, c'est un problème de conscience. J'ai moins de difficultés à faire venir quelqu'un qui vient de se diplômer et donc qui commence sa carrière professionnelle, ou à peu près, hein, parce qu'il a quand même, il ou elle a déjà 1 an d'expérience. J'ai moins de mal à faire venir quelqu'un de jeune sur ce type de métier que quelqu'un qui est très expérimenté en tant qu'infirmier ou infirmière. Et surtout, ce que je demande à tous mes clients, c'est, admettons qu'on dise, d'accord, mais c'est mon point d'entrée, j'ai pas d'autre point d'entrée. Et c'est vraiment un projet que je veux faire, voilà. Mais alors, je veux qu'on travaille ensemble sur qu'est-ce qui s'en vient, comme on dit au Québec. C'est quoi la suite? Voilà, c'était ma réponse. Je finis, je peux t'aider. Alors, une autre question, oui. Bonjour madame, juste une petite question. Si j'ai eu certificat ou si j'ai eu certificat ou diplôme dans n'importe quel domaine, mais j'ai pas d'expérience, ou j'ai d'expérience mais sans preuve, sans CNSS, est-ce que c'est suffisant d'aller travailler au Canada ou non? Alors, lorsqu'on veut se prévaloir d'une expérience professionnelle, on doit être capable de la prouver. Donc, il n'est pas suffisant d'avoir une attestation qui dit Alessandra a travaillé chez moi en tant qu'adjointe de telle date à telle date, à tel salaire avec telle tâche. Je vous avoue, alors, les critères de sélection sont objectifs. D'accord, on en a parlé, c'est l'âge, les diplômes, l'expérience professionnelle. Que vous soyez français, tunisien ou chinois, ne devrait faire aucune différence. D'accord? Par contre, qu'on le veuille ou pas, c'est un être humain de l'autre côté qui va traiter votre demande. La plupart du temps, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une influence de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, lorsqu'on va traiter majoritairement des dossiers qui viennent de Tunisie ou du Cameroun, pour ne pas pointer du doigt la Tunisie en particulier, on sait qu'on peut écrire parfois tout et n'importe quoi. Donc, l'agent d'immigration qui va traiter certains dossiers va me demander des preuves supplémentaires. Et si on me les demande, je dois être en mesure de les présenter. Donc, encore une fois, lorsque vous allez accepter un emploi, demandez que cet emploi soit enregistré avec les normes du travail tunisien. La rédaction du CV, à l'importance
l'importance de la rédaction. Alors, la rédaction du CV, ça m'a bien sûr, la langue, la langue c'est basique, c'est une condition nécessaire, la maîtrise de la langue. Alors, des fois, il est malheureux que dans notre pays, nous trouvons des professeurs universitaires qui s'expriment très très mal en français ou en anglais. Autant c'est beaucoup plus respectable pour son poste. Donc, par rapport au CV, Alexandra, il y a tout un art également maintenant dans la rédaction et la présentation et la valorisation et de ce diplôme et de son expérience professionnelle. Oui, oui. Alors le CV est aussi un aspect culturel pays par pays. Par exemple, en France, on met une photo et on met son âge, je crois. Au Canada, jamais... Non, c'est pas secondaire, ne le mettez pas. Il ne faut surtout pas le mettre. On n'est pas marié avec 2 enfants au Canada. On n'a pas le droit de demander si je suis mariée, si j'ai des enfants, si j'ai l'intention d'en avoir. En fait, c'est des détails superflus. Est-ce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est net. Qu'est-ce que vous savez faire? D'accord? Alors, un CV, malheureusement, oui, malheureusement. Enfin, malheureusement, qui je suis, moi, pour dire malheureusement. Au Canada, c'est comme ça. En France, c'est autre chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut voir sur un CV? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Alors, déjà, si vous donnez un CV en français, qui soit bien écrit, je vous en supplie, il n'y a rien de pire que de recevoir un CV avec des fautes d'orthographe. C'est ahurissant parce que le CV est votre première présentation. Alors, Alessandra, moi, j'ai jamais écrit une lettre de motivation. Jamais. J'ai toujours envoyé un mail, j'ai vu que vous avez un poste, je vous prie de trouver mon CV. Mais bon, ça c'est ma méthode, je ne dis pas que c'est la bonne, attention. Hein. Mais par contre, mon CV, il était, parce que ça fait longtemps que j'ai plus de CV, mais mon CV était au top. Quand je dis au top, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moi qui l'avais vu, il y avait 3 autres personnes qui avaient validé qu'il n'y avait pas d'erreur, que mes compétences étaient bien mises en valeur, mes diplômes, ils viennent à la fin, parce qu'en réalité, le diplôme c'est bien, mais ça ne m'apprend rien, hein, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je sais faire qui est important. D'accord? Donc valoriser votre expérience professionnelle. Habituellement, on met aussi un titre, non? Et on met le titre du poste qu'on aimerait avoir. Je ne suis pas responsable marketing, je suis directeur marketing. Alors, excuse-moi, juste un plus pour terminer sur ça. Il y a un plus très important dans un CV pour des pays comme le Canada, c'est le volontariat. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire être actif dans une association, c'est très important, c'est un plus extraordinaire. Dans des pays comme le Canada, les États-Unis également, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, quand vous travaillez, vous avez droit à une journée de volontariat par semaine payée par l'employeur. Alors, c'est très juste d'en parler parce que, par exemple, même au secondaire, à partir de 14 ans, on a 15 heures de volontariat à effectuer. Si vous n'avez pas fait vos heures de volontariat, vous ne passez pas l'année. D'accord? Donc on commence très jeune. Et ce qui est très important, c'est que... construit un citoyen. Voilà, et en passant, même par rapport à un étudiant qui va postuler pour une université, c'est pas juste « j'ai eu mon bac ». Surtout quand on va aller chercher des bourses, c'est qu'est-ce que j'ai fait déjà, qu'est-ce que j'ai déjà accompli. Qu'est-ce que j'ai opéré à la société, qu'est-ce que voilà, quels sont... ok, d'accord, j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac, et donc on est 15 000 chaque année à sortir avec un bac. Quelle est la différence entre toi et le prochain? D'accord? Donc très important de développer ces activités compétences de vie. Voilà, ça fait partie des compétences de vie. Donc nous... Dernière question. Non, ça c'est les templates de Word. Après, à vous de... C'est utile de l'utiliser si vous ne savez pas par où commencer. Mais sinon, moi, ce que je vous dis
Sur un CV, par exemple, de quelqu'un qui fait du marketing ou quelqu'un qui fait de la vente, ce qu'il faut mettre, c'est quand je suis entrée dans l'entreprise, il y avait un chiffre d'affaires de temps. Quand sur les 2 premières années, j'ai fait augmenter le chiffre d'affaires de temps, et quand j'ai fini, ils avaient doublé. Par exemple, ça c'est un CV... Ben non, c'est ça qui m'intéresse, parce que tu saches faire du cold calling, à la limite, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'amènes des résultats. Tu es d'accord avec moi ou pas? Voilà. Et donc, puis, il faut mettre en avant les tâches principales. Il y a une autre erreur que j'ai vue sur plusieurs CV, pour vous dire. Hier, j'étais sur un ami qui est chauffeur bus. Il a un permis bus, il a un permis de poids lourd, et en même temps, il a une grande expertise de poseur de film adhésif. Et moi, ça fait 6 mois, je l'ai aidé à faire une formation française, déjà à B1, au premier niveau de B1. Il m'a ramené un CV qu'il avait écrit une amie. Il avait fait tellement de tâches dans le CV, 3 pages, descriptives de tâches, je dis, tu peux déjà, parce que tu montres un CV de quelqu'un qui maîtrise très bien la langue. Mais l'essentiel que tu as fait, que tu es capable de conduire un bus qui peut transporter 120 passagers, c'est plus important que de dire que tu réponds au cahier de je sais pas quoi et que tu fais le check-in de un truc bateau. Donc soyez plus constructif qu'un vendeur, il met en avant ses ventes. Alors, moi, ce que je regarde, par exemple, quand moi, en tant qu'employeur, je reçois un CV, à la limite, je ne regarde même pas le nom. Je ne regarde pas forcément tout de suite les diplômes. Ce que je vais regarder, c'est les 2 derniers postes. Je vais voir quel est l'intitulé de poste. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que je cherche? Et je vais aller voir les tâches. Les tâches. Les tâches... Bonjour, c'est tout. Justement. Je me présente, Monsieur Barr, ancien central de l'EG, avec des avant différents. J'ai postulé plusieurs fois sur le site du Canada, mais je n'ai essayé avec photo. Je crois que c'est quelque chose d'éliminatif. Alors, éliminatif, non, mais disons que on ne vous demande pas un CV, ni avec votre photo, ni avec votre âge, ni avec votre statut. Donc, déjà à partir de... C'est pas une exigence au Canada. On n'exige pas de vous la tradition de CV, c'est qu'on n'exige pas de vous le statut mari ou la célibataire. On n'exige pas également votre photo. Ce qui les intéresse, c'est la première chose, c'est les derniers postes que vous avez occupés et les tâches et les intermaltrats. C'est la première chose que les résultats, oui. Justement, c'est le premier... rapidement. حط اللي تعمل انت بريباراتريس pharmacie انت تعمل c'est tout en fait et on en manque des préparatrices à pharmacie. Ce que voulait dire Alexandra, c'est que il faut pas que vous vous compliquiez vous-même la tâche. C'est très simple. Et puis un CV sur 3 pages, personne ne le lit. Non, un CV sur 3 pages, personne ne le lit. Voilà, et un CV sur 12 pages, parce que des fois, même les stages, c'est beaucoup, et on ne les lit pas, les gens n'ont pas le temps de lire tout ça. Il faut aller à l'essentiel. Alors, le stage, c'est bien de le mettre si on vient de finir ses études. Je viens de finir mes études, donc je vais mettre mes stages, parce que forcément, c'est bien. Alors, si en plus mes stages correspondent à mes études, c'est bien encore. D'accord? Par contre, ne pas négliger le poste de commis aux ventes ou de réparateur de vélo dans ces cas-là. D'accord? Maintenant, vous avez 5 ans d'expérience. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que vous ayez réparé des vélos il y a 5 ans? Vous voyez ce que je veux dire? À chaque étape de votre évolution, de votre plan de carrière, vous allez mettre à jour votre CV. Et puis, par exemple, il y a des gens qui sont camionneurs d'une part et mécaniciens de l'autre. Bon, parfois c'est bien d'être les deux, mais si vous allez postuler à un poste de mécanicien, mettez-moi votre expérience en tant que mécanicien.
que vous ayez fait, Alexandra, les arguments qui correspondent aux postes sollicités et recherchés. Dernière question. Je nous parler des offres de l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'il y a des offres? Oui. Il y en a même. Alors, il faudrait que je regarde les détails, mais il y a des programmes ruraux du nord du Canada qui sont pour l'agroalimentaire. Dans l'entrée express, si vous en avez entendu parler, parce qu'après j'ai pas fini, tout à l'heure j'ai pas fini mon explication sur les programmes, le programme fédéral du travailleur qualifié, mais au niveau de l'entrée express, c'est-à-dire de là où on va inviter les gens qui sont dans la base de données, donc les gens qui a priori sont éligibles, parmi les postes importants pour 2023, il y avait l'agroalimentaire, il y a les postes dans la santé, il y a le STEM, il y a tout ce qui est informatique, et il y a certains métiers de la construction comme ébéniste, etc. Je peux vous donner exactement le détail si vous voulez. Oui, vas-y. Oui, bien sûr. Merci à quelque chose pour cette invitation. Bon, j'ai une petite observation. Pour moi, j'ai envoyé plusieurs fois mon conseiller et j'ai demandé. Mais parfois, je ne connais pas comment les ressources humaines, ou bien comment dire au Canada, les choses de l'avant. Je ne sais pas comment ils font les caractéristiques ou bien parfois je ne trouve pas des choses qui m'éliminent ou bien Alors, excusez-moi, je vous coupe la parole. En fait, c'est pas que vous êtes éliminé par rapport à vos compétences, c'est que le Canada est excellent en marketing, c'est-à-dire il est excellent à dire aux gens venez, on a besoin de vous, et il est moins bon à informer les entreprises canadiennes, non pas les raisons du rejet, il est moins bon à informer les entreprises canadiennes sur les processus. Donc la plupart des gens, la plupart des entreprises canadiennes, lorsqu'elles reçoivent en direct un CV d'un travailleur étranger, elles lèvent la main et disent moi je ne touche pas. Il n'a pas de permis, c'est compliqué, ça va me coûter de l'argent, je vais devoir attendre, il y a des délais, etc. Alors, ça, c'est plutôt la raison pour laquelle votre CV n'est pas retenu et ça n'a rien à voir avec vos compétences. L'intérêt de travailler avec une agence de recrutement international, c'est que l'agence de recrutement international a fait le travail éducatif dont vont avoir besoin les entreprises canadiennes pour expliquer les processus, etc. Et elle va présenter votre CV à des entreprises qui sont prêtes à recruter à l'international. D'où les Journées Québec, par exemple. D'accord? On va clôturer sur ça. Alexandra est encore là pour ceux qui veulent poser directement des questions, qui veulent avoir plus d'informations. Juste, je vais clôturer et je vais passer le micro à Meg. Je vais lui passer le micro. Juste pour ceux qui veulent s'assurer d'avoir un emploi, que tout soit là à l'international. Il y a des conditions basiques. Ne comptez pas sur votre diplôme et ne pensez surtout pas que le diplôme est le seul moyen de vous ouvrir grandes les portes de tout employeur. C'est pas vrai. Il faut plus de leurrer. وتقول هو diplômé du supérieur يكسب عليك دخلني licence وبربي هاوش عليك تطبقين القرار. C'est pas vrai. Ça c'est deuxième chose, il vous faut plus de compétences. Les compétences des langues, de la communication, de l'associatif, c'est toujours des plus et évidemment des petits boulots que vous avez fait mais les عمرك 18 سنه وانت تحب تصير تخدم قهوجي ولا تعاون في عشان معه. Ça c'est une compétence. Ça prouve que vous avez assez d'humilité pour travailler. Vous êtes là où la valeur travail pour un employeur est déterminante. Donc tout ça est très important et on termine sur ça. Et puis on remercie Alexandra qui a assez de patience justement pour répondre à toutes les questions. Elle va répondre
également à toutes vos interrogations l'après-midi, le reste de la journée. Je suis là aujourd'hui et demain. Justement. Donc voilà. Et prenez rendez-vous. Je remercie Pardon. Je vois qu'il y a énormément d'intérêt et c'est génial, je suis ravie de répondre à toutes vos questions. Mais prenez en considération que comme vous, il va y avoir d'autres personnes qui vont avoir des questions. Donc, venez me voir avec grand plaisir. Keep it short, d'accord? Et si il y a une conversation qui peut être développée, on la développera dans d'autres contextes. Mais soyez respectueux du fait que d'autres personnes aussi souhaitent pouvoir poser des questions. On va mettre une fiche d'inscription sur le stand de Partner Recruit. Madame Alessandra sera là-bas, parce qu'elle ne pourra pas répondre à tout le monde. Mais comme ça, on peut centraliser, on connaît les métiers, parce qu'on va essayer de prioriser par métier aussi. Voilà, et on est là, nous, parmi les choses, parce qu'on parlait des postes qui sont ouverts, on va faire en sorte qu'on ait un canal flux sur KeyJob dorénavant, qu'elle nous diffuse les annonces qui sont disponibles. Et on est toujours en contact. Je vous remercie Amen pour sa présence aujourd'hui. Je vais rajouter quelque chose par rapport au conseil qu'elle vient de vous dire. Ça sort vraiment du fond du cœur. Elle est là, elle se bat pour les jeunes. Je la vois depuis l'année dernière. À Saha. Merci. L'après-midi, vous avez un programme très intéressant avec des chefs d'entreprise et des gens qui vont vous parler du secteur IT, du secteur des textiles, de vos droits et obligations. N'hésitez pas tant que vous allez être là. C'est vraiment toujours intéressant. Et demain, il y a des panels CV. Et en fait, les thématiques sont en haut. Donc à 14h, on va parler de à 13h, le fait de bien communiquer et maîtriser une langue. Et on finira la journée en ayant une personne magnifique que j'ai découverte grâce à Meg, qui est le directeur général de l'entreprise Van Lac. Bon, on sera entouré par des DRH qui ont plus de 20 ans et 25 ans d'expérience. Ça va être beaucoup d'échanges, d'interactions et on va être très pratico-pratique. Juste, on partage avec vous et être dans une logique de retour d'expérience. Razi Bish, il y aura Sid Ahmed Machlewi de Yazaki, il y aura Habib Lakraj de Oran, il y aura beaucoup. Merci Emel pour tout et essayez d'être présent, ça va être intéressant pour vous. C'est bien.